vous trouvez demanda Poiret. Dame, il a l'air de dormir. Sylvie est allée chercher un médecin. Dites donc, mademoiselle Michonneau. Il renifla l'éther. Bah, c'est un se passe, entre parenthèses, un spasme. Son pouls est bon, il est fort comme un turc. Voyez donc, mademoiselle, quelle palatine il a sur l'estomac. Il vivra 100 ans, cet homme-là. Sa perruque tient bien tout de même. Tiens, elle est collée. Il a de faux cheveux, rapport à ce qu'il est rouge. On dit qu'ils sont tout bons ou tout mauvais, les rouges. Il serait donc bon, lui? Bon à pendre, dit Poiret. Vous voulez dire au cou d'une jolie femme, s'écria vivement mademoiselle Michonneau. Allez-vous-en donc, monsieur Poiret. Ça nous regarde, nous autres, de vous soigner quand vous êtes malade. D'ailleurs, pour ce à quoi vous êtes bon, vous pouvez bien vous promener, ajouta-t-elle. Madame Vauquer et moi, nous garderons bien ce cher monsieur Vautrin. Poiret s'en alla doucement et sans murmurer, comme un chien à qui son maître donne un coup de pied. Rastignac était sorti pour marcher, pour prendre l'air. Il étouffait. Ce crime commis à heure fixe, il avait voulu l'empêcher la veille. Qu'était-il arrivé? Que devait-il faire? Il tremblait d'en être le complice. Le sang-froid de Vautrin l'épouvantait encore. Si cependant Vautrin mourait sans parler, se disait Rastignac. Il allait à travers les allées du Luxembourg comme s'il eût été traqué par une meute de chiens, et il lui semblait en entendre les aboiements. Eh bien, lui cria Blanchon, as-tu lu Le Pilote? Le Pilote était une feuille radicale dirigée par monsieur Tissot et qui donnait pour la province, quelques heures après les journaux du matin, une édition où se trouvaient les nouvelles du jour, qui alors avaient, dans les départements, 24 heures d'avance sur les autres feuilles. Il s'y trouve une fameuse histoire, dit l'interne de l'hôpital Cochin. Le fils Taillefer s'est battu en duel avec le comte Franceschini, de la vieille garde, qui lui a mis 2 pouces de fer dans le front. Voilà la petite Victorine, un des plus riches partis de Paris. Hein? Si l'on avait su cela, quelle 30 et 40 que la mort. Est-il vrai que Victorine te regardait d'un bon œil, toi? Tais-toi, Bianchon, je ne l'épouserai jamais. J'aime une délicieuse femme, je suis aimé, je... Tu dis cela comme si tu te battais les flancs pour ne pas être infidèle. Montre-moi donc une femme qui vaille le sacrifice de la fortune du sieur Taillefer. Tous les démons sont donc après moi, s'écria Rastignac. Après qui donc en as-tu? Es-tu fou? Donne-moi donc la main, dit Bianchon, que je te tâte le pouls. Tu as la fièvre. Va donc chez la mère Vauquer, lui dit Eugène. Ce scélérat de Vautrin vient de tomber comme mort. Ah, dit Bianchon, qui laissa Rastignac seul, tu me confirmes des soupçons que je veux aller vérifier. La longue promenade de l'étudiant en droit fut solennelle. Il fit en quelque sorte le tour de sa conscience. S'il flotta, s'il examina, s'il hésita, du moins sa probité sortit de cette âpre et terrible discussion éprouvée comme une barre de fer qui résiste à tous les essais. Il se souvint des confidences que le père Goriot lui avait faites la veille. Il se rappela l'appartement choisi pour lui près de Delphine, rue d'Artois. Il reprit sa lettre, la relut, la baisa. Un tel amour est mon encre de salut, se dit-il. Ce pauvre vieillard a bien souffert par le cœur. Il ne dit rien de ses chagrins, mais qui ne les devinerait pas. Eh bien, j'aurai soin de lui comme d'un père. Je lui donnerai 1000 jouissances. Si elle m'aime, elle viendra souvent chez moi passer la journée près de lui. Cette grande comtesse de Restaud est une infâme. Elle ferait un portier de son père. Chère Delphine, elle est meilleure pour le bonhomme. Elle est digne d'être aimée. Ah, ce soir je serai donc heureux. Il tira la montre, l'admira. Tout m'a réussi. Quand on s'aime bien pour toujours, l'on peut céder. Je puis recevoir cela. D'ailleurs, je parviendrai certes et pourrai tout rendre au centuple. Il n'y a dans cette liaison ni crime ni rien qui puisse faire froncer le sourcil à la vertu la plus sévère. Combien d'honnêtes gens contractent des unions semblables? Nous ne trompons personne, et ce qui nous avilit, c'est le mensonge. Mentir, n'est-ce pas abdiquer? Elle s'est depuis longtemps séparée de son mari. D'ailleurs, je lui dirai, moi, à cet Alsacien, de me céder une femme qu'il lui est impossible de rendre heureuse. Le combat de Rastignac dura longtemps. Quoique la victoire dût rester aux vertus de la jeunesse, il fut néanmoins ramené par une invincible curiosité sur les 4 heures et demie
à la nuit tombante, vers la maison Vauquer, qu'il se jurait à lui-même de quitter pour toujours. Il voulait savoir si Vautrin était mort. Après avoir eu l'idée de lui administrer un vomitif, Bianchon avait fait porter à son hôpital les matières rendues par Vautrin afin de les analyser chimiquement. En voyant l'insistance que mit mademoiselle Michonneau à vouloir les faire jeter, ses doutes se fortifièrent. Vautrin fut d'ailleurs trop promptement rétabli pour que Bianchon ne soupçonnât pas quelque complot contre le joyeux boute-en-train de la pension. À l'heure où rentra Rastignac, Vautrin se trouvait donc debout près du poêle dans la salle à manger. Attirés plus tôt que de coutume par la nouvelle du duel de Taillefer le fils, les pensionnaires, curieux de connaître les détails de l'affaire et l'influence qu'elle avait eue sur la destinée de Victorine, étaient réunis moins le père Goriot et devisaient de cette aventure. Quand Eugène entra, ses yeux rencontrèrent ceux de l'imperturbable Vautrin, dont le regard pénétra si avant dans son cœur et y remua si fortement quelque corde mauvaise qu'il en frissonna. Eh bien, cher enfant, lui dit le forçat évadé, la Camuse aura longtemps tort avec moi. J'ai, selon ces dames, soutenu victorieusement un coup de sang qui aurait dû tuer un bœuf. Ah, vous pouvez bien dire un taureau, s'écria la veuve Vauquer. Seriez-vous donc fâché de me voir en vie, dit Vautrin à l'oreille de Rastignac, dont il crut deviner les pensées. Ce serait d'un homme diantrement fort. Ah, ma foi, dit Bianchon, mademoiselle Michonneau parlait avant-hier d'un monsieur surnommé Trompe-la-Mort. Ce nom-là vous irait bien. Ce mot produisit sur Vautrin l'effet de la foudre. Il pâlit et chancela. Son regard magnétique tomba comme un rayon de soleil sur mademoiselle Michonneau, à laquelle ce jet de volonté cassa les jarrets. La vieille fille se laissa couler sur une chaise. Poiret s'avança vivement entre elle et Vautrin, comprenant qu'elle était en danger, tant la figure du forçat devint férocement significative en déposant le masque bénin sous lequel se cachait sa vraie nature. Sans rien comprendre encore à ce drame, tous les pensionnaires restèrent ébahis. En ce moment, l'on entendit le pas de plusieurs hommes et le bruit de quelques fusils que des soldats firent sonner sur le pavé de la rue. Au moment où Collin cherchait machinalement une issue en regardant les fenêtres et les murs, 4 hommes se montrèrent à la porte du salon. Le premier était le chef de la police de sûreté, les 3 autres étaient des officiers de paix. Au nom de la loi et du roi, dit un des officiers dont le discours fut couvert par un murmure d'étonnement. Bientôt le silence régna dans la salle à manger. Les pensionnaires se séparèrent pour livrer passage à 3 de ces hommes qui tous avaient la main dans leur poche de côté et y tenaient un pistolet armé. 2 gendarmes qui suivaient les agents occupèrent la porte du salon et 2 autres se montrèrent à celle qui sortait par l'escalier. Le pas et les fusils de plusieurs soldats retentirent sur le pavé caillouteux qui longeait la façade. Tout espoir de fuite fut donc interdit à Trompe-la-Mort, sur qui tous les regards s'arrêtèrent irrésistiblement. Le chef alla droit à lui, commença par lui donner sur la tête une tape si violemment appliquée qu'il fit sauter la perruque et rendit à la tête de Collin toute son horreur. Accompagné de cheveux rouges briques et courts, qui leur donnaient un épouvantable caractère de force mêlé de ruse, cette tête et cette face, en harmonie avec le buste, furent intelligemment illuminés comme si les feux de l'enfer les eussent éclairés. Chacun comprit tout Vautrin, son passé, son présent, son avenir, ses doctrines implacables, la religion de son bon plaisir, la royauté que lui donnait le cynisme de ses pensées, de ses actes, et la force d'une organisation faite à tout. Le sang lui monta au visage, et ses yeux brillèrent comme ceux d'un chat sauvage. Il bondit sur lui-même par un mouvement empreint d'une si féroce énergie, il rugit si bien qu'il arracha des cris de terreur à tous les pensionnaires. À ce geste de lion, et s'appuyant de la clameur générale, les agents tirèrent leurs pistolets. Collin comprit son danger en voyant briller le chien de chaque arme et donna tout à coup la preuve de la plus haute puissance humaine. Horrible et majestueux spectacle. Sa physionomie présenta un phénomène qui ne peut être comparé qu'à celui de la chaudière pleine de cette vapeur fumeuse qui soulèverait des montagnes, et que dissout en un clin d'œil une goutte d'eau froide.
la goutte d'eau qui froidit sa rage fut une réflexion rapide comme un éclair